Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait lorsque des enfants franchissaient la ligne de démarcation pour devenir de véritables criminels? Rencontrez les jeunes tueurs en série les plus célèbres du monde, dont les actes effrayants les ont maintenus derrière les barreaux à vie. Cette gamine a été arrêtée pour avoir commis une série d'agressions à l'arme blanche qui a fait 20 blessés innocents, tandis que cette gamine a commis un meurtre parce qu'elle pensait que ce serait génial. Son journal intime en dit long. Cet autre enfant n'apportait pas seulement ses devoirs à l'école. Ce gamin, d'un autre côté, entrons dans cette liste. Les jumeaux Whitehead. Jasmia et Tasmia Whitehead, deux sœurs jumelles de Conyer, en Géorgie, ont une histoire bien particulière à raconter. Tout était normal entre les filles et leur mère, Jarmeka Whitehead, jusqu'au 13 janvier 2010, date à laquelle les choses se sont gâtées. Ce jour-là, les jumeaux, Ta et Jas, racontent qu'en rentrant chez eux, ils ont découvert un cauchemar. Leur mère est morte. Lorsque la police de Cognac est arrivée, elle a trouvé Jarmeka dans la baignoire, victime d'une violente agression. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la scène est terrifiante et que ce n'est pas le genre d'histoire que l'on attend d'un couple de jumeaux qui essaie de passer le cap de l'adolescence. À l'époque, les sœurs jumelles, Tasmia et Jasmia, n'avaient que 16 ans et elles ont été immédiatement emmenées pour être interrogées. Lorsque la police les a interrogées sur les marques de griffures et de morsures qu'elles portèrent sur elles, les jumelles ont donné une explication plutôt originale. Elles ont affirmé que ces marques étaient auto-infligées en raison d'une sorte de réaction nerveuse. Bien sûr, parce que c'est tout à fait logique. Jas a toutefois admis avoir touché le corps de sa mère de 34 ans. Après une enquête assez intense, les policiers ont réalisé que quelque chose dans l'histoire des jumeaux ne collait pas. Et 4 mois plus tard, Tas et Jas ont été arrêtés. 4 ans plus tard, les jumeaux ont été condamnés à 30 ans de prison après avoir enfin avoué le meurtre de leur mère et signé un accord de plaidoyer. Ils ont plaidé coupables d'homicide volontaire, d'avoir menti à la police et, pour pimenter les choses, d'avoir eu un couteau sur eux lors du crime. Si l'affaire des jumelles Whitehead est choquante, elles ne sont pas les seuls jeunes à avoir commis un acte impensable. Nehemiah Griego. Le 19 janvier 2013, South Valley, au Nouveau-Mexique, a été le théâtre d'une véritable horreur. 5 personnes ont été retrouvées mortes dans une maison. Un jeune homme de 15 ans, Nehemiah Griego, a été arrêté pour la fusillade. Selon la police, Nehemiah a commencé son carnage vers minuit en tirant sur sa mère avec une carabine de calibre 22. Lorsque son frère, Zephania, s'est réveillé, Nehemiah lui a montré le visage ensanglanté de leur mère pour prouver ce qu'il avait fait. Zephania a eu peur, ce qui est compréhensible, et Nehemiah l'a abattu à son tour. Nehemiah ne s'est pas arrêté là, il est entré dans la chambre de ses sœurs et les a abattues alors qu'elles pleuraient de peur. Il a ensuite attendu que son père rentre à la maison à 5 heures du matin et lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec un AR-15. Lorsqu'il a été arrêté, Nehemiah a déclaré à la police qu'il avait des idées noires depuis un certain temps et qu'il avait pris les armes dans le placard de ses parents. Il a même envoyé une photo de sa mère décédée à sa petite amie et prévoyait de poursuivre sa folie jusqu'à ce que la police l'arrête lors d'une fusillade. Nehemiah a d'abord été condamné en tant que mineur, mais la police a ensuite décidé d'alourdir sa peine en la transformant en peine pour adultes. Il purge donc maintenant une peine de 30 ans de prison. Le jeune suivant était censé être libéré, mais je pense que les autres résidents n'étaient pas à l'aise avec l'idée de laisser une telle personne s'échapper. Craig Price. Craig Chandler Price, né en 1973, est un tueur en série américain qui s'est livré à une série de crimes à Warwick, Rhode Island, entre l'âge de 13 et 15 ans. Arrêté en 1989, Craig a été reconnu coupable d'avoir tué 4 personnes dans son quartier, une femme et ses 2 fils cette année-là et une autre femme 2 ans auparavant. Il avait déjà un casier judiciaire, principalement pour des vols mineurs, mais il a franchi un nouveau palier. Lorsque les policiers l'ont rattrapé, Craig a calmement avoué tous les meurtres. Il a été arrêté juste avant son 16e anniversaire et, comme il a été jugé en tant que mineur, il devait être libéré avec une ardoise vierge lorsqu'il aurait 21 ans. Craig s'est même vanté de marquer l'histoire, une fois sorti de prison. Son cas a suscité beaucoup d'indignation et a conduit à des modifications de la législation de l'État permettant aux mineurs d'être jugés comme des adultes pour des crimes graves, mais ces lois n'ont pas pu être appliquées à Craig. Pendant ce temps, les habitants de Rhode Island ont formé un groupe pour le garder derrière les barreaux, arguant que quelqu'un qui avait commis des crimes aussi brutaux n'était pas susceptible de tourner la page. Heureusement pour eux, Craig ne s'est pas facilité la tâche. Il a multiplié les ennuis pendant son incarcération, si bien qu'au lieu de sortir libre, il est resté en prison, où il se trouve depuis. Il a été condamné à une peine supplémentaire de 10 à 25 ans, en fonction de sa coopération au traitement. Craig Price est le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. Craig Price est le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis, mais il y en a beaucoup d'autres qui font passer Craig pour un saint. Prenons l'exemple de Barry Loukatis. Barry Loukatis,
Un vendredi de 1996, Barry Loukaitis, élève de 8e année, a décidé d'apporter plus que ses devoirs au collège frontier de Moses Lake, dans l'État de Washington. Le jour de la fusillade, Barry Loukaitis s'est présenté à l'école en incarnant le hors-la-loi du Far West qui sommeille en lui, vêtu d'un manteau noir. Il était armé comme s'il jouait dans son propre film d'action, portant un fusil de chasse de calibre 33, un revolver de calibre 22 et un pistolet semi-automatique de calibre 25. Toutes des armes empruntées à la collection de son père. Il est ensuite entré dans sa classe d'algèbre et a tragiquement abattu 3 personnes. Manuel Vela Jr. et Arnie Fritz, âgés de 14 ans, ainsi que leur professeur, Léona Kerr, une mère de 4 enfants âgée de 49 ans. Ensuite, Barry, qui n'avait que 14 ans, a pris en otage ses camarades de classe jusqu'à ce qu'un courageux professeur d'éducation physique, Jonathan Lane, l'aborde et mette fin à l'impasse. Barry a été jugé comme un adulte et, à 16 ans, a été reconnu coupable de meurtre et d'enlèvement. Il a été condamné à une lourde peine, 2 peines de prison à vie plus 205 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. En 2017, sa peine a été ramenée à 189 ans. On peut dire que Barry a encore beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'il a fait. On peut dire que Barry a eu le temps de réfléchir à ce qu'il a fait, mais je ne peux pas en dire autant du prochain criminel sur la liste. Eric Smith. Le 2 août 1993, Eric Smith, 13 ans, se rendait à vélo à un camp d'été dans le parc local. Pendant ce temps, Derek Robbie, âgé de 4 ans, s'y rendait seul. Smith a repéré Robbie et l'a conduit dans une zone boisée à proximité. Ce qui s'est passé ensuite est terrifiant. Smith a étranglé Robbie jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, lui a jeté une grosse pierre sur la tête, puis l'a sodomisé à l'aide d'un bâton, ce qui est vraiment bizarre et horrible. Pour couronner ce crime troublant, Smith a versé du Kool-Aid provenant de la boîte à lunch de Robbie dans les plaies ouvertes du garçon. La mère de Robbie est arrivée au parc vers 11 h pour le récupérer, mais elle s'est aperçue qu'il n'était jamais arrivé au camp. Après 4 heures de recherche frénétique, ils ont trouvé le corps de Robbie. Le 8 août, Smith a avoué le crime à sa mère, qu'il a ensuite signalé à la police le soir même. L'affaire est devenue une sensation médiatique aux États-Unis, en raison de l'âge étonnamment jeune du tueur et de sa victime. Smith, qui n'avait que 13 ans, est devenu la plus jeune personne jugée en tant qu'adulte pour meurtre à New York. Il a été reconnu coupable de meurtre au second degré le 16 août 1994 et condamné à la peine maximale prévue pour un mineur, 9 ans de prison à perpétuité. La libération conditionnelle de M. Smith a été refusée 10 fois entre 2002 et 2020, car la commission des libérations conditionnelles estimait qu'il constituait toujours une menace et les parents de la victime s'opposèrent fermement à sa libération. Lors d'une audience en 2012, M. Smith a même déclaré qu'il éviterait de retourner dans sa ville natale s'il était libéré et qu'il opterait plutôt pour un refuge ou une maison de transition. À la surprise générale, M. Smith a finalement obtenu une libération conditionnelle en octobre 2021, après avoir passé 27 ans derrière les barreaux. Malheureusement, tout le monde n'a pas le privilège de bénéficier d'une libération conditionnelle pour des actes aussi inqualifiables. Dans le cas d'Antonio, le juge n'a cru à aucune de ses excuses. Antonio Barbeau. Antonio Barbeau et Nathan Paap, tous 2 adolescents, ont été inculpés d'homicide volontaire au premier degré pour le meurtre brutal de l'arrière-grand-mère de Barbeau, Barbara Olson, âgée de 78 ans, en septembre 2012. Ils l'ont attaqué dans sa maison de Sheboygan Falls avec un marteau et une hachette. Barbeau a d'abord plaidé non coupable pour cause de maladie mentale, mais a ensuite changé son plaidoyer en non-contestation dans le cadre d'un accord. Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2048, à l'âge de 50 ans. Un psychiatre a déclaré que Barbeau souffrait de troubles cognitifs, peut-être parce qu'il avait été renversé par une voiture à l'âge de 10 ans, ce qui aurait pu avoir un impact sur son comportement. Barbeau a également témoigné contre Paapé lors de son procès. Paapé a été reconnu coupable d'homicide volontaire au premier degré et condamné à la prison à vie. Il ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'en décembre 2043, à l'âge de 45 ans. Le juge n'a pas cherché d'excuses. Les 2 adolescents purgent une peine pour le rôle qu'ils ont joué dans le crime. Tout comme Paapé, Michael Hernandez a fait des choix qui allèrent changer sa vie à jamais. Mais alors que le crime de Paapé semblait être un acte désespéré, les actions de Hernandez étaient motivées par une ambition effrayante. Michael Hernandez. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous rêvé de ce que nous voulions faire plus tard. Mais Michael Hernandez a franchi un nouveau palier. Il voulait être un tueur en série. Et, étonnamment, il est peut-être l'un des plus jeunes à l'admettre ouvertement. La victime d'Hernandez était son meilleur ami, Jaime Goug, qu'il a brutalement poignardé à mort alors qu'il n'avait que 14 ans. Hernandez a prétendu avoir agi ainsi parce que Jaime et un autre ami, qui était probablement le prochain sur sa liste, étaient au courant de ses plans tordus et auraient pu le dénoncer. Il a soigneusement planifié les meurtres dans son journal, détaillant les outils dont il aurait besoin,
et la manière dont il mettrait en œuvre son sinistre plan. Malheureusement, Jaime a été sa seule victime. Le corps de Jaime a été découvert dans les toilettes de l'école et Hernandez a été rapidement arrêté. C'est alors que les autorités ont trouvé son journal, révélant son projet de tuer 2 autres élèves. Hernandez voulait que l'on se souvienne de lui comme d'un tueur en série notoire, et bien qu'il ait réalisé son souhait, il n'a jamais eu l'occasion d'augmenter son nombre de cadavres. Condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, il est décédé le 29 avril 2021 des suites de complications liées à une obésité morbide. On parle de karma, mais le prochain enfant de cette liste mérite bien plus que du karma. Michael Carneal. Le 1er décembre 1997, Michael Carneal, 14 ans, a décidé de transformer son lycée en scène d'horreur. Il a enveloppé un fusil de chasse et une carabine dans une couverture, prétendant qu'il faisait partie d'un projet artistique et a transporté un pistolet 22 chargé dans son sac à dos. Lorsqu'il est arrivé à l'école vers 7h45, il a mis des bouchons d'oreilles, a sorti le pistolet et a tiré 10 coups de feu rapides sur un groupe d'élèves. Tragiquement, 3 filles ont été tuées et 5 autres ont été blessées. Brittany Thomas, l'une des survivantes, a décrit le moment terrifiant où elle s'est retournée pour se retrouver face à l'arme. Carneal a fini par lâcher l'arme et s'est rendu au directeur de l'école, Bill Bond, en demandant « Tuez-moi, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. » Michael Carneal, qui était alors un élève de première année âgé de 14 ans, a déclaré plus tard qu'il n'avait pas de raison précise pour justifier ses actes, invoquant un mélange de problèmes personnels et de malentendus. Il avait déjà volé plusieurs armes et munitions, et avait même fait allusion à un grand événement, mais n'avait pas été pris au sérieux. Carneal a été diagnostiqué schizophrène et dépressif, et il avait des antécédents de paranoïa et d'intimidation. Lors de son procès, Carneal a plaidé coupable en raison de ses problèmes de santé mentale et a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans. Son audience de libération conditionnelle en 2022 a été refusée, faisant de sa condamnation à perpétuité une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Michael Carneal a affirmé qu'il n'avait aucune raison de commettre les crimes qu'il a commis, tout comme Jake Evans, qui se trouve être le prochain sur la liste. Jake est même allé jusqu'à appeler le 911 et se dénoncer lui-même. Jake Evans. Un adolescent vient d'être condamné à 45 ans de prison pour avoir tué sa mère et sa sœur dans leur maison du nord du Texas. Jake Evans, aujourd'hui âgé de 19 ans, a plaidé coupable du meurtre de Jamie Evans, 48 ans, et de Mallory Evans, 15 ans, en octobre 2012. À 17 ans, Evans a tiré sur sa famille, puis a appelé le 911, admettant qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il l'avait fait, mais qu'il avait prévu de le faire depuis un certain temps. Il sera derrière les barreaux pendant au moins 22 ans et demi avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle, avec un crédit pour les 2 ans et demi qu'il a déjà purgé. Si vous pensez que cela vous a fait froid dans le dos, attendez de voir ce qu'a fait l'enfant suivant. Alex Ribal. Le 9 avril 2014, au lycée régional Franklin de Murrysville, en Pennsylvanie, Alexander Ribal, 16 ans, a transformé une journée d'école ordinaire en cauchemar. Armé de 2 couteaux de cuisine de 15 cm, il s'est lancé dans une série d'attaques au couteau, blessant 20 élèves et un agent de sécurité avant même le début des cours. Vêtu de noir et semblant avoir raté son café du matin, Ribal s'est frayé un chemin à coups de couteau dans le couloir des sciences de l'école. Il a même déclenché l'alarme incendie pour attirer d'autres élèves dans le chaos. Heureusement, il a été arrêté par Sam King, le principal adjoint, et par un élève à l'esprit vif du nom d'Ian Griffith. Ribal tenait toujours ses couteaux, insistant sur le fait que son travail n'était pas terminé et qu'il avait encore d'autres personnes à tuer alors qu'on le maîtrisait. Sur les 22 personnes blessées, y compris Ribal, aucune n'a été tuée, mais 4 ont été blessées à vie. Et Ribal a par la suite reconnu sa culpabilité pour 21 chefs d'accusation de tentative d'homicide et de voies de faits graves. Il a été condamné le 22 janvier 2018 à une peine de 23 ans et demi à 60 ans de prison. Ensuite, nous avons ce couple gothique horrifiant qui a laissé ses fantasmes prendre le dessus. Jasmine Richardson. Le 23 avril 2006, Jasmine Richardson, une jeune fille de 12 ans de Medicine Hat, Alberta, Canada, a fait la une des journaux pour un crime qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Jasmine et son petit ami de 23 ans, Jeremy Steinke, ont décidé de faire une déclaration dramatique et mortelle en assassinant ses parents, Alan et Sarah, et son jeune frère, Jacob, âgé de 8 ans. Jasmine et Jeremy, apparemment inspirés par leur imaginaire gothique favori, se sont rendus au domicile de Jasmine et ont attaqué sa famille. La scène macabre a été découverte par la police lorsqu'elle est arrivée après que Jasmine l'a appelée, disant que sa famille avait disparu. La vérité a éclaté lorsqu'ils ont réalisé que Jasmine et Jeremy étaient à l'origine de cet acte odieux. Jasmine,
qui n'était qu'une adolescente à l'époque, a été inculpée de 3 meurtres au premier degré. Lors de son procès, le tribunal a révélé les détails troublants de la façon dont Jeremy et elle ont perpétré les meurtres. En 2008, Jasmine a été condamnée à la peine maximale prévue pour les jeunes, à savoir 10 ans, y compris le temps passé en prison. Après avoir purgé sa peine, elle a été libérée sous une nouvelle identité et tente de reconstruire sa vie loin des regards du public. Si vous pensez que c'est troublant, attendez la prochaine affaire. Si vous pensez que ce cas est troublant, attendez le prochain cas. John Venables. John Venables est un nom que beaucoup reconnaissent en raison de son implication dans une affaire tragique des années 990. Alors qu'il n'avait que 10 ans, Venables et son complice Robert Thompson ont commis l'horrible meurtre de James Bulger, âgé de 2 ans. En 1993, Venables et Thompson ont attiré James loin de sa mère dans une boucherie et l'ont emmené pour une promenade inquiétante de 2,5 miles. Ils l'ont attaqué dans une gare ferroviaire abandonnée, lui versant de la peinture dans l'œil, le frappant avec des briques et une lourde barre de fer, et commettant d'autres actes de cruauté avant d'abandonner son corps sur les rails, en espérant que cela ressemblerait à un accident. Filmés par des caméras de surveillance, Venables et Thompson ont été reconnus coupables et sont devenus les plus jeunes meurtriers condamnés du XXe siècle. Ils ont été condamnés à la détention pour une durée indéterminée. En 2001, ils ont bénéficié d'une libération conditionnelle à l'âge de 18 ans, mais leur libération a été fortement surveillée. John Venables a été libéré et réincarcéré à plusieurs reprises pour divers délits, dont la possession de matériel pédopornographique. Il purge actuellement une peine de 40 mois et pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2025. Ensuite, nous avons une histoire d'horreur encore plus grande à propos d'un autre enfant. Daniel Bartlam. En avril 2011, Bartlam a brutalement assassiné sa mère, Jacqueline, 44 ans, dans leur maison de Nottingham, en Angleterre. Après l'attaque, il a mis le feu à la maison, dans l'espoir de dissimuler son crime et de le faire passer pour un accident tragique. L'incendie a été si intense que l'on a d'abord cru que Jacqueline était morte dans le brasier. Cependant, l'enquête a rapidement révélé la vérité. Il a été révélé que Jacqueline avait été brutalement agressée avant que l'incendie ne se déclare. Elle avait été frappée à la tête à plusieurs reprises avec un marteau, et son corps a été retrouvé dans le salon de leur maison. La police a rassemblé les preuves, y compris les analyses médico-légales et les déclarations des témoins, qui ont conduit à l'arrestation de Bartlam. L'enquête a montré que l'incendie avait été allumé après le meurtre pour faire croire que Jacqueline était morte dans le brasier. Bartlam a été arrêté et, en 2012, il a été reconnu coupable de meurtre. Il a été condamné à 16 ans de prison, ce qui fait de lui l'une des plus jeunes personnes à avoir été condamnée pour un crime aussi grave au Royaume-Uni. Mais la prochaine affaire vous fera vous demander si Bartlam était le plus grand des monstres. Josh Phillips. Joshua Earl Patrick Phillips, né le 17 mars 1984, est un enfant qui a fait un choix terrible. En novembre 1998, alors qu'il n'avait que 14 ans, Phillips a accidentellement frappé son amie de 8 ans, Madeleine Ray Clifton, avec une balle de baseball. Pour éviter d'avoir des ennuis, à cause de son père violent, Phillips a fait quelque chose de choquant. Il l'a tuée pour l'empêcher de pleurer. Après avoir accidentellement frappé Madeleine Clifton avec une balle de baseball, il a paniqué. Pour la cacher, il l'a traînée dans sa maison, la frappant avec la batte pour la faire taire. Il l'a ensuite poussée sous son lit, où elle a commencé à faire du bruit. Lorsque Phillips s'est rendu compte que Clifton était encore en vie et qu'elle gémissait, il a déplacé le matelas, lui a tranché la gorge et l'a poignardée à plusieurs reprises avec un couteau provenant d'un outil Leatherman. Phillips a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, en 1999. Au fil du temps, même certaines des personnes qui ont contribué à sa condamnation ont estimé que la peine était peut-être trop sévère. En 2017, il a eu la possibilité de bénéficier d'une nouvelle condamnation et, à partir de 2023, il fera l'objet d'un nouvel examen afin de déterminer si sa peine sera adaptée. Josh a tué une petite fille parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes avec ses parents. La gamine suivante, elle, a tué des gens parce qu'elle pensait que ce serait amazing. Alyssa Bustamante. À l'âge de 15 ans, Alyssa Bustamante a décidé d'essayer de commettre un meurtre parce qu'elle pensait que ce serait incroyable. Son journal intime, qui se lit comme un billet de blog d'une désinvolture troublante, en dit long. « J'ai juste putain tué quelqu'un. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge, je l'ai poignardé et je sais qu'il est mort. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. » Plus tard, elle a ajouté « C'était incroyable. Dès que vous dépassez le sentiment de « Oh my God, je ne peux pas faire ça, c'est très agréable. Je suis un peu nerveux et tremblant en ce moment. Bon, il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. » La victime de Bustamante était Elizabeth Holten, âgée de 9 ans, qui vivait à Saint-Martin, dans le Missouri. Le 21 octobre 2009, Bustamante a attiré Elizabeth dans les bois et après l'avoir étranglée et poignardée, l'a laissée morte. Pourquoi?
parce qu'elle était curieuse de savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que Bustamante avait creusé 2 tombes qui, selon la police, auraient pu être destinées à ses jeunes frères. Bustamante a fini par avouer, plaidant coupable de meurtre au second degré et d'action criminelle armée. Elle a été condamnée à la perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle en 2024. Toutefois, en raison de sa condamnation supplémentaire, elle encourt également une peine de 30 ans, de sorte qu'elle pourrait sortir au plus tôt en 2054, à l'âge de 60 ans. Mais elle n'est pas la seule à avoir commis un crime passible d'une peine de prison à vie. Regardez cet autre enfant, Lionel Tate. Le 28 juillet 1999, Lionel Tate, qui n'avait que 12 ans, s'est retrouvé seul avec sa cousine de 6 ans, Tiffany Eunice, alors que sa mère était censée faire du babysitting. Les 2 enfants étaient en bas, censés regarder WWF SmackDown, lorsque la mère de Tate leur a crié de baisser d'un ton. Environ 45 minutes plus tard, Tate est monté en courant et a dit à sa mère que Tiffany ne respirait plus. Ce qui s'ensuivit fut un véritable cauchemar. Tiffany avait des ecchymoses sur les jambes, les pieds et le cou, comme si elle avait été renversée par une voiture en excès de vitesse. Ses blessures étaient graves. Fracture du crâne, lacération du foie, côte cassée et cerveau enflé. L'accusation a soutenu que ces blessures étaient comme si elle était tombée d'un immeuble de 3 étages. Le juge Joel T. Lazarus du comté de Broward n'a pas cru à la défense du « je ne faisais que jouer », déclarant que ce que Tate avait fait était froid, insensible et d'une cruauté indescriptible. Tate a été condamné à la prison à vie, ce qui a fait la une des journaux en raison de son jeune âge. Tate a été mis en liberté surveillée en 2004, mais il n'a pas réussi à éviter les ennuis et a fini par retourner en prison pour avoir violé sa liberté conditionnelle à plusieurs reprises. Il purge actuellement une peine en Floride pour un vol à main armé commis en 2006. Eh bien, c'est de plus en plus fou à partir de maintenant. Bienvenue dans le monde malade d'Ed Kemper. Ed Kemper. Edmund Kemper, également connu sous le nom de tueur d'étudiantes, n'est pas un tueur en série comme les autres. Né le 18 décembre 1948, il a été condamné pour avoir tué 7 femmes et une fille entre mai 1972 et avril 1973. Mais Kemper n'a pas commencé sa série de meurtres là. À l'âge de 15 ans, il a décidé de commencer par assassiner ses grands-parents. Kemper doit son surnom au fait qu'il s'attaquait principalement aux étudiantes qui faisaient de l'autostop dans le comté de Santa Cruz, en Californie. Et comme si le meurtre ne suffisait pas, ces crimes impliquaient souvent des choses assez horribles comme la nécrophilie, la décapitation et le démembrement. Ce n'est certainement pas un gars que l'on voudrait prendre en stop. Lors de son procès en 1973, Kemper a été déclaré sain d'esprit et coupable, une combinaison intéressante compte tenu de ses actes. Il a même demandé la peine de mort, mais heureusement pour lui, et peut-être pour le reste d'entre nous, la peine capitale était en pause en Californie. Au lieu de cela, il a été condamné à 8 peines de prison à perpétuité concomitante. Aujourd'hui, Kemper passe ses journées dans l'établissement médical californien de Vacaville, où il a tout le temps de réfléchir à ses choix de vie peu charmants. Vous savez qui d'autre a été condamné à une lourde peine? Kip Kinkle. Kip Kinkle. Le 21 mai 1998, Kipland Kip Kinkle, 15 ans, a porté son obsession pour les armes à un niveau terrifiant en entrant dans le lycée Thurston de Springfield, dans l'Oregon, et en ouvrant le feu avec un fusil semi-automatique. Il a fini par tuer 2 camarades de classe et en a blessé 25 autres. Et la veille de ce carnage, il avait déjà tué ses parents à la maison après avoir été suspendu pour avoir gardé une arme de poing volée dans son casier. Kip a été maîtrisé par des camarades courageux et arrêté. Il a ensuite affirmé qu'il voulait être tué par la police ou toute autre personne, car il n'avait pas eu le courage de sauter la vie après avoir tué ses parents. Au cours de l'année qui a précédé la tragédie, le comportement de Kip était de plus en plus bizarre et sa fascination pour la mort et les armes à feu grandissait. Ses parents l'ont emmené voir un psychologue qui a diagnostiqué chez lui un trouble dépressif majeur. Kip n'a jamais dit à personne qu'il entendait des voix le poussant à la violence depuis l'âge de 12 ans, de peur d'être mis à l'écart ou enfermé. Après la fusillade, Kip a plaidé coupable de meurtre et de tentative de meurtre et a été condamné à une lourde peine de 111 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. On lui a ensuite diagnostiqué une schizophrénie paranoïde et il a commencé à prendre des médicaments antipsychotiques. Il purge actuellement sa peine à l'établissement pénitentiaire de l'État de l'Oregon, à Salem. Au moins, il avait une raison mentale de faire ce qu'il a fait. Cet autre enfant, cependant, était également un tireur scolaire, mais il l'a fait par dépit et en accumulant de la rancune. Luke Woodham. La fusillade du lycée de Pearl a eu lieu le 1er octobre 1997 à Pearl, dans le Mississippi. Le tireur, Luke Woodham, un lycéen de 16 ans très rancunier. Ce mercredi matin, Luke a commencé sa journée en poignardant et en frappant brutalement sa mère, Mary Ann, qui se préparait à faire son jogging. Plus tard,
Il a affirmé qu'il ne se souvenait même pas de l'avoir fait. Luke a ensuite pris la voiture de sa mère et s'est rendu au lycée Pearl. Revêtu d'un trench coat pour cacher son fusil, il est entré dans l'établissement et a remis un manifeste à un camarade de classe nommé Justin Sledge. Comprenant ce qui allait se passer, Sledge et ses copains se sont précipités dans la bibliothèque pour se mettre à l'abri. Puis, Luke s'est lancé dans une fusillade, tuant tragiquement 2 élèves, Lydia Caydew et son ex-petite amie, Christina Menefee, et en blessant 7 autres. Le chaos a finalement été stoppé par le principal adjoint Joel Myrick, qui avait récupéré un pistolet semi-automatique de calibre 45 dans son camion. Apercevant Luke qui tentait de s'enfuir avec sa voiture, Myrick lui a crié de s'arrêter. Luke a perdu le contrôle du véhicule et Myrick l'a retenu sous la menace d'une arme jusqu'à l'arrivée des policiers. Aujourd'hui, Luke Woodham purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison de l'État du Mississippi. Luke était un salaud pour avoir agi sur la base de rancune, mais James Fairweather, eh bien, disons simplement qu'il était le diable en personne. James Fairweather n'avait que 15 ans lorsqu'il a commencé sa série de meurtres, et à 17 ans, il était déjà face à un juge. Pendant son enfance, il était plus connu pour ses grandes oreilles que pour toute autre chose, et il n'avait pas la vie facile à l'école, notamment en raison d'une dyslexie non diagnostiquée. Les choses ont empiré après le décès de sa grand-mère en 2012, qui l'a durement touché. Les démêlés de Fairweather avec la justice ont commencé très tôt. Il a été pris en flagrant délit de vol de cigares sous la menace d'un couteau en janvier 2014 et a été placé sous surveillance pendant 1 an. Il a également eu des ennuis en 2013 pour avoir endommagé la maison de quelqu'un. Passons maintenant à ses crimes horribles. Sa première victime, James Hatfield, était un père de 5 enfants qui avait déjà beaucoup souffert d'un traumatisme crânien causé par un accident de voiture. Un jour, alors qu'il était allongé dans Castle Park après avoir bu quelques verres, il a été brutalement attaqué par Fairweather. Le pauvre homme a été poignardé plus d'1 centaine de fois, et la scène de crime était si horrible que même la BBC n'a pas voulu la décrire. Fairweather a ensuite affirmé devant le tribunal qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de voix qui avaient choisi Hatfield comme cible et qui avait ri pendant qu'il menait l'attaque. La victime suivante de Fairweather est Naïd Almanea, qui a été attaqué près de son domicile. Il l'a poignardé dans l'abdomen, puis, dans un geste étrange, lui a enfoncé le couteau dans les yeux et le cerveau, soi-disant pour l'empêcher de voir le mal. Aujourd'hui, James Fairweather purge une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison britannique, assortie d'une peine minimale de 27 ans. Vous avez apprécié la vidéo? Vous avez envie de plus d'émotions? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affiche sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois.